Les relations, c'est comme les bulles. C'est fragile, comme ces tulipes. Tu vois, ça, c'est la plus grosse bulle de tous les temps. Au XVIe siècle, les Hollandais étaient atteints de fièvre spéculative. Tu pouvais acheter un palais proprement somptueux sur un canal à Amsterdam pour le prix d'un bulbe de tulipe. C'était la tulipomania. Et puis le cours s'est écroulé, tu pouvais acheter 10 bulbes pour $2. Pas mal de gens, tout perdu, mais qui s'en souvient? Bonjour à tous. Alors je vais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo. Celle qui a pour titre « L'histoire s'écrit, Bitcoin est le prochain chapitre ». Alors le vrai titre, c'est « Bitcoin politiquement ». Il y a eu vraiment beaucoup d'enthousiasme à son sujet dans les commentaires sur Twitter, il y a eu quelques débats. Tout est parti d'un tweet de Marco BTC, que je salue au passage, et qui a vraiment mis en lumière mon travail. Et donc ça m'a évidemment fait plaisir, les gens ont apprécié ce que j'ai fait. Je pense surtout que la vidéo tombait au beau moment, c'est-à-dire on est en plein crack, et puis les gens en avaient marre de scruter anxieusement le prix et de n'entendre parler que de ça. Donc voilà, c'est arrivé à point nommé. Pas mal de nouveaux abonnés aussi, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas les décevoir, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a secoué le monde de l'édition. On va parler de la publication par PVH Éditions du dernier livre de Jacques Favier. Livre qui a pour titre « La monnaie à pétales » et dans lequel il se trouve que mon nom apparaît. Jacques a jugé opportun dans un de ses chapitres de mobiliser toute la sophistication et la sagacité de mes formules. Mieux, Aristote. Parce que c'est comme ça maintenant, il faut le savoir. Hein. Le faune, il écrit pas de livres. Hein. Le faune, comment dirais-je, il parle, et des gens l'écoutent, et ensuite ils en font des livres. Comme avec Socrate, voilà. Comme avec Jésus. Et en plus, regardez bien, j'apparais 2 fois, je suis sur la couverture. Hop, voilà, tu vois, tu rajoutes des cornes, c'est tout moi. Au passage, l'illustration est l'œuvre de Jules. Alors le livre, il est sûrement très bien, j'en sais rien, vous me le direz. Oui, parce que faut le savoir, le faune, il lit pas les livres dans lesquels il est cité. C'est comment dirais-je, c'est ça qui va différencier le véritable snob du demi-habile, tu vois. Non, je déconne, évidemment je l'ai lu et évidemment c'est super. Alors, de quoi il en retourne, on va faire le tour du propriétaire. Le sujet apparent du livre, c'est la famosa bulle de la tulipe, donc vous savez cette crise financière qui a eu lieu aux Pays-Bas en 1637. Et quand on en parle aujourd'hui de cette crise en 2022, c'est pour décrire une foule, une horde comme ça de petits spéculateurs, de petits épargnants qui sont complètement aveuglés par l'appât du gain et qui vont s'endetter sur 100 ans pour acheter un bulbe de tulipe. Et ensuite, j'en sais rien, moi sûrement se la raconter sur Instagram. Après ça, évidemment, patatras, c'est la crise. Les prix s'effondrent, il y a plus d'acheteurs et les connards du début, là, ils savent pas quoi en foutre de leurs bulbes hors de prix, alors ils les mangent. Oui, monsieur, ils les bouffent, mais putain de cons de pauvres! Mais évidemment, tout ça, c'est une légende, ça n'a jamais eu lieu, ou en tout cas certainement pas comme c'est décrit. Les sources sont extraordinairement faibles, elles sont extraordinairement orientées. Tout repose, la fable contemporaine de la tulipe repose sur le torchon d'un journaliste, quelqu'un qui n'était ni historien ni économiste. Un truc qui a été écrit en 1841, ça veut dire 200 ans plus tard. Donc le livre de Mackay, parce que c'est son nom, il relève plus de la fable morale réactionnaire. Le but, c'était plutôt de diffuser l'idée que les gens, ils agissent comme des foules, et que les foules, c'est un peu con. Et que donc, vous comprenez, ma bonne dame, ces histoires de démocratie, c'est un peu cracra. Bon, on va pas en faire non plus un auteur proto-fasciste, mais ce qui transpire dans son œuvre, et surtout dans la réutilisation moutonnière de celle-ci, c'est du bon gros mépris de classe. Ou plutôt, pour être exact, c'est un conservatisme anxieux devant certains bouleversements sociétaux sur lesquels nous reviendrons. Alors, il s'agit pas de dire qu'il ne s'est rien passé à Amsterdam à cette époque. Il y a eu un certain emballement financier qui concernait surtout les contrats futurs, c'est-à-dire des dérivés. Pas tellement, ou alors vraiment beaucoup moins les bulbes en eux-mêmes. Je vous mets la courbe à l'écran pour illustrer ça. Et donc, ça s'est passé dans un cadre très précis, entre financiers bontins, entre des gens éduqués, informés, conscients des risques. C'était certainement pas une affaire de pécore. Alors, il y a des gens qui se sont enrichis et d'autres qui se sont appauvris. Il y a eu des faillites, vraisemblablement moins de 10.
Mais voilà, c'est le jeu, c'est la spéculation, c'est l'argent. Et si on veut comprendre des transferts de richesse qui ont lieu il y a 4 putains de siècles, il faut commencer par admettre que tous les événements historiques sont plurifactoriels, que c'est une conjonction de facteurs qui ont amené cette situation précise, que rétrospectivement on appelle la tulipomanie. Des facteurs culturels, politiques, financiers, naturels. Je vous rappelle qu'on parle de botanique avant tout. Parce que se jeter comme un mort de faim comme ça sur une anecdote qui a été transformée au cours des siècles par un phénomène de bouche à oreille, juste parce qu'on y trouve matière à confirmer ses théories ou à y projeter ses propres névroses, c'est pas faire de l'économie, en tout cas pas sérieuse, et c'est sûrement pas faire de l'histoire. Mais à ce stade, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec Bitcoin. Et si c'est le cas, c'est que vous gravitez bien loin du monde des cryptos. Parce que la tulipe, bordel, on en a soupé, hein. L'ensemble de l'année du cours du Bitcoin, mais la chute est tout aussi vertigineuse en très peu de temps. On a un graphique que je ne peux pas vous exposer ici, qui fait un parallélisme avec l'épisode de la spéculation, le premier épisode spéculatif dans l'histoire financière, qui est celui des bulbes de tulipes aux Pays-Bas. Le profil, c'est en quelques mois, le bulbe du tulipe valait plus que tout aux Pays-Bas, et il est arrivé à zéro, à néant, en 2-3 mois. On a un profil qui est très proche, entre les 20 000 ou 19 500 $ de décembre et la chute qui s'est instaurée depuis quelques 5 semaines. Ils nous la sortent tous. Et ça n'a pas échappé à Favier qui décerne maintenant depuis quelques années le prix Tulipe. Je vous mets les lauréats à l'écran, mais en gros c'est un prix qui va sanctionner l'utilisation bête et méchante, mais surtout très bête, de la tulipomanie pour discréditer Bitcoin. Et il y a du monde, mes cochons, il y a du monde, il y a même un prix Nobel dedans. Donc voilà, la tulipe c'est un élément dans la guerre qui est menée contre le BTC, c'est, pense-t-il, une arme efficace pour jeter le discrédit sur le Bitcoin et donc sur les Bitcoiners. Alors que, quand on regarde bien, et Favier a bien regardé, les tulipes c'est vachement chouette. Déjà, parce que ça fait bien rager l'ordre établi, hein. Dans la dénonciation de la tulipomanie, on retrouve un certain discours moral calviniste et réactionnaire qui pointe du doigt, en se pinçant le nez, l'ascension sociale via la finance, dans un monde qui était jusque-là ultra dominé par l'aristocratie et le clergé. L'aventure de la tulipe s'inscrit dans une époque et sur un territoire d'expérimentation. On y a vu des excès, mais ce sont les excès tout à fait naturels aux œuvres pionnières. Et ensuite, une tulipe, c'est beau. En fait, il y a tout un rapport, alors évidemment à la rareté, mais aussi à la beauté, à la collection, qui vient ajouter une petite touche d'esthétique à notre belle fable. En fait, quand on prend l'histoire dans son ensemble, il y a pas mal de choses qui viennent évoquer un certain dandysme, un certain esprit d'aventure, qui sont des qualités nécessaires pour faire un bon bitcoiner. Mais le livre ne s'arrête pas là. En fait, au début de mon compte-rendu, je vous disais que le sujet semblait être les tulipes. En fait, ça va un peu plus loin et une fois qu'on a posé le bouquin, on se rend compte que le sujet réel est plus large, plus important que Bitcoin et les fleurs. Par le biais de la tulipe, Favier va aborder le sujet de l'historiographie. Alors pour faire simple, l'historiographie c'est la question de comment se crée l'histoire, quel est le travail d'un historien et par quel phénomène magique son travail fait histoire avec un grand H. Et ça, pour ce qui nous intéresse, c'est vraiment un angle mort de l'analyse économique, dont l'historicité est globalement légère, même si j'ai en tête catastrophique. On retrouve souvent, très souvent, trop souvent, chez les économistes qualifiés, une tendance au cherry-picking, à une certaine désinvolture dans leur traitement des sources, voire même, crime majeur, à certains anachronismes. C'est un reproche qui est plutôt global. Alors évidemment, certains économistes sont très sérieux, comme par hasard, ils ont une formation d'historien. Mais il faut surtout voir ça comme la friction entre un champ d'étude, l'économie, qui a un besoin, une obsession du nombre, du chiffre, et de l'autre côté une discipline, l'histoire, qui n'en a pas toujours à offrir. Ou, pour être plus précis, qui propose des chiffres ayant eux-mêmes une histoire.
En réalité, et c'est brillamment abordé dans le livre, l'histoire ne peut pas proposer de vérité. Et nous voilà rendu. Est-ce que ça veut dire que la science historique est inutilisable pour l'économiste ? Il ne s'agit pas de ça, parce que c'est un problème qui, en réalité, a ses solutions. Et puisque nous parlons de science, la solution est toujours la même, il s'agit de la méthode. Parce que si l'histoire ne peut pas proposer de vérité, elle peut proposer une certaine factualité, quand on fait bien les choses. La base de la base, c'est évidemment un rapport critique aux sources, mais au-delà de ça, l'économiste qui veut utiliser l'histoire doit faire preuve d'une honnêteté chaque jour renouvelée. Honnêteté dans le choix des données et dans l'élaboration des modèles qu'il compte exploiter. Et cette honnêteté doit aller parfois, souvent, jusqu'à admettre que ce sera parfois tout bêtement impossible d'obtenir ces données. Et que si ta théorie économique elle s'effondre juste parce que tu trouves pas d'exemple, c'est qu'elle est toute bidon. Et je parle d'honnêteté intellectuelle, ce n'est pas du tout brumeux ni subjectif. L'honnêteté intellectuelle, c'est, et ça ne sera jamais rien d'autre, que de la rigueur intellectuelle. Voilà, des questions essentielles, radicales, qui touchent directement à l'édification de la connaissance, à la construction d'un monde en commun, à travers ce qu'on va collectivement considérer comme vrai bordel de Dieu. En quoi ça concerne Bitcoin ? Comment on en est arrivé là ? Pourquoi ça nous touche ? Eh bien, tout simplement parce que, comme on peut lire chez Orwell, qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur, et qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Et que ceux qui ont le contrôle du présent, de toute évidence, ils ne veulent pas le lâcher. En fait, vous vous en êtes sûrement pas rendu compte, mais ça fait 20 minutes que je vous parle de politique. C'est-à-dire que, dans ma dernière vidéo, je me demandais si Bitcoin était un outil anti-système. Pour nuancer cette idée que je trouve un peu naïve, mais il y a un aspect de cette question que j'ai oublié d'aborder. C'est que le système, en tout cas ses émanations les plus bruyantes, considère Bitcoin comme un grave danger pour sa précieuse rente de situation. Et c'est là qu'interviennent tous les lauréats du prix Tulipe. Un prix qui compte dans ses rangs de très belles personnes, bien diplômées, bien rémunérées, avec parfois même, on l'a dit, un prix Nobel. Ce sont eux qui nous attaquent, c'est pas nous qu'on a commencé. Et les lauréats du prix Tulipe, ils en savent des choses. Ils ont de grosses lacunes en histoire économique, mais ils ont bien conscience d'un truc, c'est que ce sont eux qui ont le monopole de l'autorité intellectuelle. De celle qui est rarement, laborieusement contredite, de celle qui n'a pas à s'encombrer des nuances, de rigueur, c'est-à-dire, on l'a vu, d'honnêteté. Allons à la télé, puisque, paraît-il, c'est là que se joue l'essentiel de l'opinion publique de nos jours. Mettons qu'il y a une opinion admise et validée par le système, c'est-à-dire ayant été auparavant largement relayée, répétée, inculquée. Au hasard, que Bitcoin ne repose sur rien. Défendre ou porter cette opinion, ce sera facile, puisque le terrain lui a été préparé. Matériellement, c'est une affaire de minutes, de secondes. 2-3 poncifs, et puisqu'il s'agit de télévision, c'est-à-dire de paraître, une petite blague séduisante et vaguement érudite à la fin, sur, une tulipe hollandaise, et voilà, le tour est joué. Maintenant, prenons un kamikaze qui est prêt à aller défendre l'idée contraire, c'est-à-dire l'idée saugrenue que Bitcoin repose sur quelque chose. Pour qu'il soit efficace, c'est-à-dire réellement compris, il va lui falloir combien de temps ? Ne serait-ce que pour déconstruire les poncifs qui viennent d'être énoncés. Juste ça. Moi, je suis pas le meilleur, mais les mots ça va, je gère. Il me faudrait 10, 15 minutes, minimum. Et dans quel monde laisse-t-on quelqu'un parler pendant 10 minutes à la télévision ? Alors je dis pas, certains essayent et parfois y arrivent avec brio. Ils arrivent au minimum à planter une petite graine dans le cerveau du téléspectateur. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat intellectuel est complètement déséquilibré. Et que l'exemple de la télévision est malheureusement transposable à beaucoup de domaines, beaucoup d'autres médias. Ils ont pour eux l'argument d'autorité. Ce sont les historiens du déjà là, du c'est comme ça. Et comme nous proposons quelque chose de nouveau, ça fait de nous les historiens du ça peut être différent. En toute logique, nous allons nous heurter à leur rhétorique de chien de garde. Nous allons nous heurter à leur autorité cognitive, ce qui les fait d'emblée apparaître comme des sources sérieuses.
Et à travers l'exemple de la tulipe, on voit à quel point ils en jouent de manière vicieuse. On voit à quel point ils abusent de leur autorité cognitive. D'abord, nous l'avons vu en faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle, mais aussi, et là c'est vraiment le comble de la perversion, en jouant sur la peur du ridicule. Parce que personne ne veut être le dindon de la farce. Parce que c'est infamant de se faire avoir. Enfin, ça c'est quand t'es pauvre, parce qu'aucune de ces belles âmes ne se moqueront jamais des clients fortunés de Bernard Madoff. Mais voyons, vous n'êtes pas sérieux. Acheter du bitcoin, c'est comme acheter des bulbes de tulipes. Il faut vraiment être un gros con. Attendez, je vais vous montrer un truc pour l'illustrer. Un truc, je pense que même Favier l'a pas, celui-là. C'est le spot de prévention, alors je mets des guillemets, qui émane de la SEC, du gendarme de la bourse américaine. L'équivalent de l'AMF. C'est diffusé sur Internet, sur leur chaîne YouTube, et c'est peut-être même diffusé à la télévision. Welcome back, Brad. It's your investment. I'll take meme stocks. Invest! Ouch. Your investment, Julie. I'm gonna do some research first. Well played, Julie. Well played. You can do research? Investing is Hein, t'as pas envie d'être le rouquin, là, qui achète des cryptos et des bulbes de tulipes? Hein? Regarde comme tu vas avoir l'air con si jamais tu oses. Alors qu'une bonne fois pour toutes, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. Forcément, il va y avoir des investisseurs déçus dans l'aventure, mais le pari spéculatif, il n'est pas ridicule. Ceux qui sont ridicules, ce sont les cuistres, qui peuvent étaler leur inculture comme ça en défense du système, et en toute impunité, justement parce qu'ils sont du système. En fait, le livre « La monnaie à pétales » est un outil de décomplexion intellectuelle, par rapport au système et à ses autorités cognitives. Pour faire découvrir Bitcoin, j'offrais, ou bien je conseillais, toujours La monnaie acéphale. C'est le livre de Favier et Bataille qui a été publié en 2017. Bon, c'est toujours très bien, mais c'est un livre qui, en réalité, ne va t'entraîner que si tu as une certaine curiosité à la base pour l'objet. Et du coup, La monnaie à pétales, je pense que ça peut constituer une introduction différente pour des gens un peu différents. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vais conseiller de l'offrir aux gens qui sont un peu taquins. Ceux pour qui le « c'est comme ça » ne va pas convenir. Ceux qui vont avoir une certaine méfiance envers l'argument d'autorité. Ceux qui vont naturellement chercher et se laisser séduire par des explications hétérodoxes, si tant est qu'elles soient solides. Ça demande une âme aventureuse et un certain dandysme qui se trouve être un petit peu l'idée que je me fais de l'esprit français. Ces gens-là feront des bons bitcoiners. Offrez-leur ce livre. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit bouquin foisonnant. J'avais pas prévu de faire aussi long. Alors ça aborde plein d'autres sujets. Là je n'ai évoqué que les axes centraux. Ça parle aussi, alors là, ça va m'intéresser particulièrement, ça parle d'Aristote. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'honneur d'être cité. Pour ceux qui découvrent la chaîne, Favier fait référence à ma vidéo d'octobre 2021 consacrée à la déconstruction de l'article anti-Bitcoin de Christian Pfister de la Banque de France. Alors sur ce chapitre, Jacques et moi nous partagerons les mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'Aristote, ce n'est pas Platon, que c'est faire de lui un mésusage que de vouloir y trouver une définition pure et parfaite de la monnaie, et qu'une démarche authentiquement aristotélicienne commande de trouver à Bitcoin des qualités fondamentales, celles d'une nouvelle forme de monnaie, celle d'une méta-monnaie. Alors cette citation, évidemment, elle signifie beaucoup pour moi. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai écrit pour Cryptost à l'époque la critique du livre La monnaie acéphale et Bitcoin Métamorphose, donc les deux livres de Favier et Bataille. Les livres de Favier, ça a été quelque chose d'important pour moi dans mes parcours, ça m'a permis de structurer mes idées. On peut même dire que c'est par le biais de l'acéphale que je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait à penser à propos de Bitcoin. Et je peux sans trembler dire que sans l'acéphale, Fun Radio n'existerait pas. Donc voilà, quand j'ai vu le tweet de Jacques Favier annonçant que j'apparaissais dans le bouquin, j'étais évidemment fou de joie. Pour moi, ça vaut 100 000 abonnés. Et puis je fais rentrer dans le langage littéraire l'expression gneu, ce qui est. Voilà, je ne vais pas finir cette phrase. D'autant que ce tweet, je m'en souviens, il avait été liké par Maël Roland. Et je savais même pas qu'il me suivait en fait, ou qu'il suivait ce que je faisais. Et donc voilà, j'avais un peu mes deux héros de mes débuts qui se retrouvaient. Adli aurait liké en plus, ça aurait été parfait. Bon, maintenant j'ai un intérêt objectif à ce que ce livre se diffuse.
Vous pouvez l'acheter sur le site de l'éditeur de PVH Édition, qui est donc la boîte de Lionel Jeannera. Vous pouvez aussi l'acheter en Bitcoin sur le site Consensus Network. Et enfin, si vous êtes pauvre parce que vous avez acheté des bulbes de tulipes, eh bien, Fun Radio vous en fait gagner 5 exemplaires. Voilà, je vais organiser un petit concours. Hein. Alors, je vais pas réinventer l'eau chaude, hein, ça sera à base de likes, de RT, tu vois. Parce que moi aussi, je peux vendre des tapis. Tous les liens sont dans la description. Maintenant, il va s'agir de la suite de la chaîne, de ce qui va bientôt arriver sur Fun Radio. Et je travaille sur 2 vidéos que je considère comme très importantes. Et ceux qui me connaissaient déjà de l'époque de JVC savent très bien de quoi je veux parler. Il va s'agir d'abord d'un topic sur le livre L'argent d'Émile Zola. Et je vais essayer d'illustrer, de démontrer le fait que l'argent est à peu près le seul bouquin de finance dont vous avez besoin pour performer sur les marchés. Donc après moi, normalement, si tout se passe bien, il n'y aura plus jamais de vendeur de formation. Alors c'est déjà quasiment complètement écrit, il me reste donc un gros travail d'enregistrement et puis d'illustration. Et le plus long de tout, c'est le montage. Ensuite, il y a une seconde vidéo qui va arriver et celle-là, je vais la garder un peu plus secrète. Mais je peux d'ores et déjà dire que je vais y révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Et pour ceux qui se posent la question, je peux même y répondre, oui, il est encore en vie. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça, et puis à très bientôt. C'est rigolo, hein.